accueillir la docteure Julia Lafondrina, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, qui va nous présenter une conférence intitulée « Pourquoi certains jeunes n'arrivent plus à agir ?» dans laquelle elle explorera à travers les sources cognitives les mécanismes de l'apathie chez les jeunes. Bonjour à tous. Je ne vais pas me représenter, mais je vous remercie en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous présenter une petite partie de mes travaux aujourd'hui. Donc du coup, effectivement, l'idée c'était de pouvoir vous montrer déjà, est-ce que les jeunes, effectivement, ont toujours un peu cette image des adolescents ou des jeunes adultes qui font moins, qui sont plus inactifs que les adultes, et est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi c'est dû? Et donc en fait, dit autrement, un peu plus scientifiquement, effectivement, on va aller travailler autour du symptôme qui est l'apathie. Alors l'apathie, c'est vrai que ça ne parle pas forcément aux gens, parfois c'est confondu avec l'empathie, et du coup dans ces cas-là, c'est un autre collaborateur de la cause qui est dans la salle, mais donc l'apathie, souvent en fait, en grand public, si c'est défini, correctement défini, on parle plutôt effectivement d'un problème au niveau de la motivation. En fait, les gens s'imaginent effectivement des gens qui ne savent plus parce qu'ils n'ont plus envie, et donc ça part très fortement vers des stéréotypes assez négatifs d'une personne qui est flemmarde, une personne qui est fainéante, une personne qui fait rien, qui est molle. Et la question finalement, c'est est-ce que c'est si vrai que ça? Parce qu'on a toujours un peu cette vision de la courbe de Gauss. Je finis par décrire pas comme ça, mais cette idée en fait un petit peu d'un continuum avec la majorité des gens qui sont effectivement au milieu, qui s'activent aux besoins, sans trop, de toute manière adaptée, des personnes qu'on valorise beaucoup, un peu surhommes, notamment par exemple des sportifs, mais pas que, hein, qui sont tout le temps partants, qui font toujours en fait des activités, des choses toujours en mouvement. Et puis voilà, le côté effectivement inverse, comme ça, vous voyez bien, enfin, vous verrez ce que je veux dire, du côté du coup effectivement inverse de la courbe, des gens qui effectivement en font beaucoup moins que la moyenne, jusqu'au stéréotype qui peut être vrai, des personnes qui par exemple passent la journée entière sur le canapé. J'ai mis une image, mais vous en connaissez peut-être probablement, vous en avez déjà vu des gens effectivement qui font beaucoup moins qu'avant. Et la question, c'est justement ce côté très stéréotypé négatif fait que souvent en fait on considère que c'est un manque de volonté de leur part, qu'ils font à moitié exprès, et que finalement en fait il faudrait un peu les secouer pour leur donner envie. Mais la question, c'est que finalement, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils manquent d'envie et de volonté s'ils ne le font pas et s'ils restent, par exemple, dans leur canapé toute la journée? Et l'idée, c'est un petit peu ça. Et donc, de sortir de cette définition qui donnait une cause, finalement, qui n'est pas toujours le cas, ou en tout cas, on verra même pas forcément le cas. Et donc, en neurosciences cognitives, on définit en fait l'apathie plutôt comme une réduction quantitative du nombre de comportements volontaires, donc du nombre de comportements orientés vers un but. Donc là, avec ça, effectivement, on comprend bien que ce n'est pas par exemple, des comportements automatiques. La personne, par exemple, je ne sais pas si vous avez dans votre entourage une personne par exemple, âgée qui déambule avec une démence, pas sur ce type de comportement, on est sur des comportements volontaires orientés du coup, vers un objectif particulier. Et ce qui est intéressant dans sa définition, c'est qu'on n'a pas une cause, on ne sait pas pourquoi, un objectif juste qu'il y a cette réduction des comportements, et elle est quantitative, donc mesurable, puisque l'idée, c'est de voir en fait une diminution par rapport à un état antérieur. Diminution qui n'est évidemment pas due à un événement particulier, si par exemple vous cassez la jambe et qu'effectivement, du coup, sur le moment, vous avez une réduction, on ne parlera pas d'apathie, on dira que vous êtes immobilisé en particulier. Cette réduction quantitative, donc on peut la mesurer de différentes façons. Aujourd'hui, il y en a trois principales. Donc, tout ce qui est mesure par questionnaire, donc mesure subjective. Dans cette mesure, vous demandez à une personne, par exemple, si comparativement à il y a quelques semaines ou un mois, elle a effectivement elle a remarqué d'elle-même qu'elle a moins fait d'activité, de comportement, moins de pensée, moins de mesures. On a effectivement dit tout ce qui est entretien clinique, donc fait par un médecin, par exemple, où on regarde effectivement avec la personne si déjà dans l'entretien, elle parle moins qu'avant, elle bouge, elle s'exprime avec moins de gestes, moins d'emphase, et dans ce qu'elle explique, dans ce qu'on lui demande de décrire par exemple son environnement, est-ce qu'elle décrit effectivement moins d'activité ou qu'elle se plaint moins d'activité qu'avant. Et puis, alors c'est plus moderne, mais en tout cas, c'est effectivement facilement utilisable et ça prend un peu plus d'ampleur de plus en plus parce que justement ça devient accessible. Il y a tout ce qui est par exemple montre connectée qui permet avec l'actimétrie de voir effectivement si la personne fait moins d'activité qu'avant. On a une mesure clairement facilement
objectivable et puis beaucoup plus écologique, puisque là, la personne est dans son environnement quotidien et on voit si effectivement elle fait ou pas moins d'activité. Cette définition, on se rend compte effectivement en clinique qu'elle peut se répercuter dans 3 types de domaines particuliers. Et effectivement, notamment dans un entretien clinique ou un questionnaire, on peut se rendre compte que certains patients qui présentent cette réduction quantitative des comportements orientés vers un but l'expliquent, se justifient, en disant en fait qu'ils ont par exemple plus d'envie. Ils sont effectivement donc plus motivés, j'ai plus envie, ça ne m'intéresse plus. Et là, on parle d'une apathie émotionnelle, motivationnelle. Donc, c'est par exemple des gens qui prenaient plaisir à faire du sport, par exemple, si on reprend l'exemple, ils allaient dans un sport collectif, ça leur faisait plaisir de rencontrer les gens, et puis finalement, ils se rendent compte maintenant que ça ne les intéresse plus, et donc effectivement, ils n'y vont plus. Et puis, il y a une deuxième type de plainte qui est assez récurrente, où là, les gens vous disent que eux, ça les gêne, ils auraient aimé pouvoir continuer le sport, mais finalement, en fait, ils n'y arrivent plus. C'est trop compliqué de faire le déplacement, d'y aller, de prévoir, ils rentrent, ça les a épuisés. Et dans ce cas-là, on est sur une plainte plus cognitive, ils aimeraient, mais ils n'y arrivent plus. Et donc, c'est une apathie exécutive. Puis enfin, troisième type de plainte qu'on peut retrouver parfois, c'est des gens effectivement qui ne n'arrivent pas en tout cas à vous spécifier si c'est vraiment qu'ils n'ont plus envie, qu'ils n'y arrivent plus. C'est des gens effectivement qui ne font plus et qui décrivent une sorte de vide mental, même au niveau de la pensée. C'est difficile effectivement d'initier quelque chose. C'est un peu plus sévère encore. Et par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est vraiment sur une apathie et pas sur une impossibilité totale de faire, puisque si par exemple c'est des personnes, si vous initiez pour eux, vous faites l'activité avec eux au départ, ils vont effectivement pouvoir poursuivre le même l'activité. Donc c'est vraiment l'initiation du comportement qui pose problème. Et ce que j'aime bien dans ce domaine, c'est qu'effectivement, on peut parler des fois dans d'autres façons d'aller dans d'autres domaines qui peuvent être impactés, mais ces 3-là, aujourd'hui, on a effectivement des preuves, notamment dans les pathologies neurodégénératives, que chaque domaine impacté est associé à des altérations anatomiques et fonctionnelles en IRM. Alors justement, si on parle un petit peu sur les patients, est-ce que c'est si fréquent que ça d'avoir cette réduction des comportements volontaires? Et en fait, oui, beaucoup. On ne le diagnostique pas forcément, on ne met pas l'étiquette dessus, mais si vous allez en neurologie ou en psychiatrie, quasiment un patient sur 2 présente cette difficulté. Et ça touche l'ensemble des pathologies. Donc en neurologie, ça peut être aussi bien toutes les pathologies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, maladie à corps de Lévy, démence temporale. Ça peut être aussi en neurologie, donc beaucoup plus précocement, tout ce qui est AVC, traumatisme crânien, sclérose en plaques, pardon. Et puis, en psychiatrie, pareil, ça touche la totalité. C'est encore moins diagnostiqué. En psychiatrie, on reste sur cette idée malheureusement très stigmatisante que c'est des patients, il faudrait juste qu'ils se bougent, si on va de manière très schématique, alors qu'en fait, ils ont le même symptôme, ils ont cette apathie. Et donc, ça peut être aussi bien dans les troubles psychotiques comme la schizophrénie, dans les troubles de l'humeur comme la dépression et la bipolarité, ou dans les troubles de stress post-traumatique. Et puis, une question qui a émergé petit à petit, c'est qu'est-ce qu'il fallait forcément avoir une pathologie sous-jacente pour être apathique? Et aujourd'hui, on a dans la littérature qui non, effectivement, pas forcément. Et déjà, rien qu'avec l'âge, on se rend compte que les personnes font de moins en moins d'activité. Et donc, on a une augmentation de l'apathie avec l'âge. Et une des questions, en tout cas au départ, c'était de se demander si effectivement, est-ce qu'on avait déjà de l'apathie chez la personne jeune? Quand je vais parler de jeunes, en tout cas adultes au départ, ce sont des personnes qui viennent d'avoir 18 ans et qui n'ont aucune pathologie associée, n'ont pas de maladie, est-ce qu'ils peuvent ou pas présenter de l'apathie? La première chose, c'était de faire une sorte d'enquête en ligne, donc en fait de proposer à une grande population de jeunes, donc entre 18 et 25 ans, alors là dans l'échantillon, il y en a entre 18 et 20 ans, de leur proposer en fait plein de questions sur qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien, comment ça se passe, leurs habitudes, leurs caractéristiques sociodémographiques, et puis des questionnaires vraiment cliniques pour voir s'ils ont des symptômes particuliers, et notamment l'apathie, avec un questionnaire qui ciblait les différents domaines qu'on a vus, donc les émotions, tout ce qui est exécutif et l'initiation. Et puis, rien qu'avec ça, finalement, donc c'est des jeunes, 18-20 ans, sans aucune pathologie, aucun symptôme particulier, et pourtant, à peu près 10% présentent effectivement une réduction des comportements volontaires présents de l'apathie. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que justement, en fait, en détail, on se rend compte que si c'est aussi un petit peu occulté, c'est parce qu'en gros, plus de 70% de ces jeunes apathiques
présente une altération que dans un seul des domaines, donc soit au niveau des émotions, soit au niveau exécutif, soit au niveau de l'initiation. La question après, c'est de se demander finalement, ok, on sait qu'ils peuvent être apathiques, mais est-ce que c'est un état très passager, donc pas de chance, au moment où on leur a proposé le questionnaire, c'était un petit peu dans un état apathique, mais finalement, le lendemain, ils n'étaient pas forcément. C'est un petit peu comme au niveau, par exemple, de la dépression. On peut avoir une humeur triste un matin, et finalement, à 14 heures ou le lendemain, ça va mieux et on n'est pas dépressif pour autant. Donc là, c'était la question. Et l'avantage, c'est que l'étude qu'on avait faite, on avait tombé en fait juste avant le Covid, donc entre janvier et février 2020. Et donc, on avait l'opportunité de pouvoir en fait leur reproposer le questionnaire un an après, donc pendant le Covid, pendant les confinements, avec toutes les différences au niveau environnemental que ça imposait. Et donc, on leur a proposé les mêmes questions. On a eu l'effet typique que vous avez soit vécu, soit malheureusement vu passer dans la littérature, une explosion des symptômes dépressifs, avec plus de 50% d'augmentation chez les jeunes de symptômes dépressifs pendant la pandémie. Et pour autant, les symptômes apathiques n'ont pas du tout bougé. Ils sont restés stables dans l'échantillon. Ça veut dire deux choses. Déjà que justement, le fait de rester dans son canapé et de ne pas bouger n'est pas forcément dû à de la dépression. Et dans un second temps, poser un petit peu la question que, ok, on n'est peut-être pas en face d'un état qui va donc varier en fonction du contexte, mais un trait qui pourrait être plutôt stable. La question après, ça a été de les réinterroger 4 à 5 ans après pour voir si effectivement, là, dans un contexte qui est redevenu un classique environnement en général, si on retombait encore sur un trait qui restait stable. Et on a effectivement à nouveau une stabilité. Donc, on est en fait sur à peu près 10% des jeunes qui sont apathiques et qui serait une sorte de presque de trait de personnalité, puisqu'effectivement, il en fait reste stable dans le temps et quels que soient les contextes, même dans des cas très exceptionnels comme le Covid. Et alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, justement, 18-20 sur des jeunes de 18-20 ans, c'est une période très particulière, notamment en psychiatrie. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est vrai qu'on a la pédopsychiatrie jusqu'à 16-18 ans. Et puis après, on a la psychiatrie de l'adulte. Et tous ces jeunes qui ont beaucoup de difficultés se retrouvent dans une zone en fait un peu de no man's land où ils ne savent pas où être adressés. C'est d'autant plus problématique. Chaque fois, j'ai l'habitude de pointer à mes étudiants. Le cercle rouge, c'est effectivement la période charnière où la quasi-totalité des diagnostics en psychiatrie se font. Et en fait, c'est dans cette fameuse période des 18-25 ans. Effectivement, avant, c'est beaucoup plus rare. Après, c'est plutôt rare aussi, ou en tout cas, sinon, c'est des suites de diagnostics de symptômes qui existaient, qui sont apparus à cette période des 20-25 ans. C'est important puisqu'effectivement, ce qu'on appelle le pronostic à long terme. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est comment la personne va évoluer. Est-ce qu'il y aura des conséquences très négatives, beaucoup de handicap, ou est-ce qu'au contraire, elle arrivera quand même à être insérée socialement, à avoir pourquoi pas un travail, des relations satisfaisantes. Et on se rend compte que ce pronostic à long terme, le fait d'avoir effectivement, par exemple, moins de handicap cognitif, moins de handicap dans leur vie quotidienne, ce pronostic est meilleur donc, quand les traitements sont mis en place très précocement et donc idéalement avant cette flambée des symptômes qui apparaît autour de 20-25 ans dans la partie rouge démographique. Et donc l'idée, c'est OK, donc on sait qu'il faudrait arriver très tôt. Et donc, on ne va pas du coup essayer de les diagnostiquer plus précocement dans la phase orange, normal, donc pendant l'adolescence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en psychiatrie, on n'y arrive pas. C'est un constat qui est un petit peu gênant, mais en fait, dans la littérature, on montre que, quel que soit d'ailleurs le pays, qu'un diagnostic sur 4 seulement dans l'adolescence est confirmé 4 ans après. Donc, 3/4 des diagnostics posés sont finalement erronés. Ça veut dire quoi? C'est que par exemple, si on avait posé une étiquette de, par exemple, trouble psychotique, schizophrénie à l'adolescence, et bien finalement, on se rend compte à 20-25 ans que finalement, c'est peut-être plutôt un trouble de l'humeur. C'était une trait de personnalité marquée, mais qui finalement ne se transformera pas en schizophrénie véritable. Ça peut être des troubles addictifs, ça peut être des troubles du neurodéveloppement, bref, ça peut être autre chose. Pareil pour des troubles de l'humeur, par exemple, se rend compte que finalement, 4-5 ans après, soit c'est devenu un trouble psychotique, soit c'est devenu autre chose, mais on ne reste pas sur le même diagnostic. Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi on a un aussi faible taux, je ne sais plus parler, pardon, pourquoi on a un aussi faible taux de diagnostic correct à l'adolescence?
tout simplement parce que, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a une vraie difficulté à avoir des symptômes spécifiques d'une pathologie donnée. La plupart des symptômes qui augmentent dans la période orange dans la graphique, en fait, sont des symptômes qu'on retrouve dans la quasi-totalité des pathologies. Et donc, dire précisément quel sera le risque de développer est compliqué. Et donc, l'objectif, c'était d'essayer de voir si on pouvait trouver de nouveaux marqueurs pour essayer de diagnostiquer plus tôt et donc pour pouvoir traiter plus tôt et donc améliorer le pronostic, avoir moins de handicap à long terme. Pour ça, toujours avec cette population d'étudiants qu'on a dans tout jeune, de 18 à 25 ans, qu'on a vu là sur 4-5 ans, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait 340 jeunes qui n'avaient aucun trouble, aucun symptôme psychopathologique en 2020 et qu'on a suivi donc pendant 4-5 ans et demi. L'échantillon a réduit, ce qui veut dire que les autres avaient déjà des troubles ou des symptômes particuliers. Et la question qu'on se demande, c'est finalement, est-ce qu'on a des marqueurs en 2020 qui prédisent le fait qu'effectivement, certains, au bout de 4-5 ans, ont vu apparaître des symptômes psychotiques ou des symptômes dépressifs. Un petit point, parce que ça peut étonner pourquoi il y a plus de jeunes qui ont développé des troubles psychotiques que des troubles dépressifs. C'est parce qu'on a là choisi en fait uniquement des gens qui avaient une seule pathologie donnée et qu'effectivement, souvent, quand on a des symptômes dépressifs, troubles dépressifs caractérisés, on a d'autres pathologies. Donc là, dans ce cas-là, c'était exclu. On voulait vraiment des prédicteurs spécifiques de la dépression ou des prédicteurs spécifiques des troubles psychotiques. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ceci. Donc, qu'est-ce qui prédisait le fait de développer 4 ans après un trouble psychotique? C'était d'avoir une faible estime de soi en 2020, donc avant Covid, une forte apathie émotionnelle, de pouvoir consommer de la drogue, mais qui n'est pas de l'alcool ou du cannabis, et d'avoir des antécédents psychiatriques familiaux. Donc, les prédicteurs, notamment la faible estime de soi, la consommation de drogue, hors cannabis, même si ça peut être connu, et les antécédents psychiatriques sont connus dans la littérature. Ça nous a intéressé, par contre, que l'apathie émotionnelle ressorte comme un prédicteur, et notamment le prédicteur le plus important de l'apparition de troubles psychiatriques à 4 ans. Si on regarde maintenant les prédicteurs qui expliquent, en tout cas qui prédisent le mieux, l'apparition à 4-5 ans de troubles dépressifs, donc isolés, purs, on se rend compte que c'était le fait d'avoir une personnalité négative. Alors bien sûr, ça peut paraître étonnant dans ces gens qui n'avaient pas de symptômes dépressifs, mais qui pour autant voyaient par exemple déjà un petit peu plus la vie de manière moins optimiste, on va dire ça comme ça. Le fait d'avoir une forte apathie exécutive et d'avoir des comorbidités médicales, pas au sens d'avoir un trouble, notamment rien au niveau psychiatrique ou psychopathologique, mais d'avoir par exemple des douleurs, d'avoir des difficultés au niveau neurodéveloppemental, par exemple des troubles 10, d'avoir des difficultés au niveau médical, mais hors psychiatrique. Pareil, la personnalité négative, les comorbidités médicales, c'était connu. On n'a fait que le confirmer. Par contre, l'apathie exécutive, c'était nouveau. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, avec un même comportement, une réduction des comportements volontaires, en fonction finalement des domaines impactés, on pouvait en tout cas avoir une vulnérabilité plus importante à des troubles psychiatriques différents. D'autant plus important, c'est qu'effectivement, si on prend ces 4 marqueurs prédictifs à 4 ans de l'apparition de troubles psychotiques, on a une valeur prédictive positive de 78% et des brouettes. Alors, valeur prédictive positive, c'est pas très sexy comme nom, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire en fait le nombre de vrais positifs. Donc si on prend sur l'ensemble de l'échantillon et qu'on teste le modèle, on se rend compte qu'effectivement 78% des personnes que le modèle considérait comme étant à risque de développer des troubles psychiatriques parce qu'ils avaient une faible estime d'eux-mêmes, une forte apathie émotionnelle, qui consommaient de la drogue, qui avaient des antécédents psychiatriques familiaux, 78% effectivement auront bien des troubles, donc des troubles psychiatriques psychotiques dans notre échantillon. Une valeur prédictive négative à 71%, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre de vrais négatifs. Donc des personnes qui cochaient aucune de ces cases, 71%, n'ont bien pas développé de troubles psychotiques. Alors je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup ou peu, 78 et 71%, c'est quand même assez important. La petite image que je vous mets à côté, c'est un test pour le glucose, pour regarder si vous êtes diabétique. Quelque chose qui se fait beaucoup en pratique clinique aujourd'hui. Donc, on ne se pose pas trop la question si les résultats sont fiables ou pas. On a une valeur prédictive positive de 78 et une valeur négative de 71%. Donc, on était plutôt optimistes, on était plutôt contents. Pour les 3 prédicteurs en 4 ans et demi de l'apparition de troubles dépressifs,
On a une valeur prédictive positive de 92%. Donc, en gros, 92% des gens qui cochaient les cases ont bien développé des troubles dépressifs et une valeur négative de 76%. 76% des gens qui ne cochaient pas les cases n'ont bien pas eu de dépression. Pareil, les chiffres, pour donner un petit peu un ordre d'idée, parce que je trouve que ça ne prend pas forcément. Ça correspond aux qualités diagnostiques du test pour le VIH et du test en prénatal pour la trisomie 21. Alors, je ne dis pas que c'est exactement donc la même idée, mais en tout cas, dans notre modèle, c'est intéressant. L'idée, du coup, quand même, avant de l'histoire, c'est d'aller retester et vérifier ces résultats, et quitte à les vérifier, autant aller un peu plus jeune, puisque l'idée, c'est de diagnostiquer de plus en plus tôt. Et donc, actuellement, dans le Grand Est, à Mulhouse et à Nancy, on est en train de répliquer ces résultats avec une population d'adolescents à risque, donc soit à risque génétique, soit avec déjà des symptômes particuliers à l'adolescence, pour voir, en les suivant de manière longitudinale, si on retrouvera ces résultats qui seraient effectivement intéressants, hein, puisque là, on a un marqueur très simple, facilement accessible, rapide, ce qu'on ferait en clinique, et qui n'est pas cher, qui permettrait en fait pas de dire que la personne développera forcément un trouble psychotique ou un trouble dépressif, c'est pas le but, mais simplement en fait, de pouvoir mieux orienter les jeunes à risque pour pouvoir leur proposer en fait des prises en charge particulières. L'idée, ce sera aussi de faire une enquête en ligne nationale quand ça passera au niveau éthique. Et donc, à partir de ces résultats, le troisième objectif, c'est maintenant d'essayer d'aller comprendre en fait les mécanismes, qu'est-ce qui sous-tend chacune de ces formes d'apathie pour pouvoir aller les traiter avec deux objectifs. Chez les adolescents, idéalement, se poser la question, hein, hypothétique pour l'instant, si on les traite, est-ce qu'on pourrait limiter ou retarder en tout cas le risque de développer un trouble psychiatrique donné, sachant que plus, si on ne le développe pas, tant mieux, et si on retarde, pareil, c'est un meilleur pronostic, plus c'est apparu tardivement. Et puis, chez les adultes qui ont développé malheureusement une pathologie, est-ce que déjà en fait, pouvoir soigner ce trouble permettrait donc de limiter l'impact au niveau fonctionnel. Donc pour ça, on a pris un échantillon de jeunes entre 18 et 25 ans et on a regardé donc, sans aucune pathologie, aucun symptôme particulier, sauf au niveau de l'apathie. Donc un groupe sans aucun trait apathique, un groupe avec uniquement une apathie émotionnelle isolée, aucun autre symptôme, aucun autre trouble. Pareil pour un groupe avec une apathie exécutive, et enfin la même chose pour un groupe avec une apathie d'initiation. L'idée après d'étant d'aller voir si chaque groupe a des mécanismes altérés particuliers. Donc, au niveau du comportement, donc, on leur a fait un bilan clinique et neuropsychologique. L'idée, c'est d'aller voir, de contrôler l'ensemble des données comportementales, cliniques et cognitives. Et puis, de leur proposer des tâches, comme on voit pour vous à gauche, pas pendant la réalisation. Donc, leur proposer des tâches cognitives donc, sur ordinateur avec un enregistrement électroencéphalographique. Pourquoi? Pour pouvoir aller en fait finement regarder les impacts potentiels au niveau de 3 grandes fonctions, puisqu'on sait en fait chez les sujets sains que ce qui explique que vous arrivez à faire un comportement orienté vers un but et donc que vous n'êtes pas apathique, c'est parce que vous avez 3 processus qui fonctionnent bien, c'est-à-dire que vous êtes motivé, vous avez envie, vous êtes décidé, vous anticipez le fait d'aller chercher le but à atteindre. Ça, c'est la motivation qu'on va aller explorer. Le contrôle cognitif, vous planifiez les différentes, vous savez planifier les différentes étapes et vous savez donc comment atteindre ce but. Et puis enfin, une fois que vous êtes motivé, vous savez comment faire, c'est de prendre quand même la décision finale de lancer effectivement l'action. Et donc, on est allé voir en EEG ces 3 processus pour savoir qu'est-ce qui était altéré, est-ce qu'il y a des altérations communes ou des altérations spécifiques à chaque forme d'apathie. Première étape, on va voir la motivation. La motivation, comment on fait aujourd'hui? On a des tâches très connues, répliquées, bien robustes, qui fonctionnent d'ailleurs aussi chez l'animal, qui permettent en fait très simplement, vous avez une croix et vous devez appuyer le plus rapidement possible pour détecter la croix. Très simple. Avant ça, on vous présente un indice et qui vous signale, vous savez, le symbole rouge-jaune, implicitement, vous savez déjà, vous pouvez potentiellement gagner de l'argent avec l'essai. Vous avez le attention rouge, vous allez potentiellement perdre de l'argent à cet essai, et les essais neutres, balance, où il n'y a pas d'argent en jeu. Pour que la motivation soit réellement modulée, l'argent à la fin, ils repartent avec, ils peuvent véritablement gagner de l'argent avec cette tâche. Et entre le moment où vous fait apparaître l'indice et le moment où ils vont détecter la croix, on va pouvoir regarder en EEG le fonctionnement en fait, cognitif. On va pouvoir aller voir comment vos activations en fait, cérébrales permettent de voir si vous arrivez effectivement à anticiper le fait de pouvoir gagner ou perdre de l'argent.
Et puis, une fois que vous avez appuyé sur la croix, on a un feedback qui apparaît, qui vous informe si vous avez été assez rapide ou trop lent pour détecter. Et donc, si vous avez par la même extension, véritablement, cette fois-ci, gagné ou perdu de l'argent sur votre cagnotte. Et à partir du moment où le feedback apparaît en EEG, on va pouvoir aller regarder les activations cérébrales induites par le fait d'avoir véritablement gagné ou perdu de l'argent par rapport à des essais neutres. Et donc là, on a les deux étapes motivationnelles, le fait de désirer, donc ce bonding, de se préparer à pouvoir agir, et le liking ou disliking, le ressenti émotionnel, si vous aimez ou pas quelque chose, ça va moduler le fait d'aller à nouveau essayer ou pas de le chercher. Alors, en EEG, ça donne ceci. Je sais que c'est toujours un peu pas forcément agréable pour tout le monde de voir ça. Donc, vous avez... quand même. Donc, vous avez en fait ici la ligne, c'est pour dire que l'apparition de l'indice, et vous voyez en gris l'activation, en fait, les activités cérébrales des neurones quand ils ont vu un indice neutre sans argent. Vous voyez l'évolution avec d'abord tout ce qui est processus très sensoriel, attentionnel. Et là, ce qu'on va regarder au niveau de la zone en orange, c'est la préparation motrice. Vous anticipez à véritablement répondre au fait si on espérait gagner ou pas de l'argent. On regarde la différence en gris entre des essais neutres et en bleu entre des essais où ils peuvent gagner de l'argent puisqu'ils viennent de voir un indice bien. Et là, on regarde et on observe que l'activation cérébrale est plus négative en bleu qu'en gris pour les sujets contrôle. On observe exactement le même pattern en vert pour les sujets avec une apathie exécutive, le même schéma, le même pattern, le même motif en cas d'apathie de médication, et exactement le même pattern en cas d'apathie émotionnelle. Dit autrement, dans un langage un peu plus clair, on a effectivement une préservation de la motivation, une préservation du désir d'aller chercher quelque chose, quelle que soit la forme d'apathie chez les jeunes. Donc, un peu surprenant, puisque justement, comme on disait au départ, la première idée quand les gens voient quelqu'un ou rien faire, c'est qu'il n'est pas motivé, et bien la motivation au sens de désirer, d'aller chercher, est fonctionnelle dans toutes les formes d'apathie chez les jeunes. Et puis, donc, on va regarder le ressenti émotionnel. Et là, vous avez, donc, ils ont vu un indice R, ils ont cliqué, malheureusement, trop lentement. Et là, ils ont le feedback qui apparaît, qui leur dit qu'ils ont effectivement perdu de l'argent. On a l'activation des activités cérébrales de tous les groupes pour ce feedback qui leur apparaît qu'ils ont perdu de l'argent. Et on se rend compte dans la zone orange que ce composant est beaucoup plus ample, beaucoup plus positif pour les sujets en vert, en bleu et en orange, donc les sujets avec une apathie exécutive, une apathie d'initiation et les sujets sans aucune apathie par rapport au violet, quand il y a un composant qui est plein avec une amplitude proche de zéro, qui signifie, dit autrement, que en fait, seul le groupe avec une apathie émotionnelle présente une altération spécifique de ce disliking, de ce ressenti en cas de perte. En fait, l'apathie émotionnelle serait la seule forme d'apathie qui entraîne, en fait, qui est associée à un émoussement affectif pour le négatif. Et donc, au niveau de la motivation, il n'y a qu'une forme d'apathie qui présente un déficit et qui n'est pas de la motivation du désir, mais du ressenti pour le négatif immédiat, donc un déplaisir qui est émoussé. Je vais vous présenter également le contrôle cognitif. En contrôle cognitif, donc une autre type de tâche. Là, l'idée est de vous présenter des lettres successivement à l'écran et on précise aux participants que les lettres doivent travailler en paire. Donc, par exemple, le AX ensemble, là, le AY, à chaque fois, ils doivent appuyer uniquement quand ils ont vu la paire complète, donc toujours après les lettres bleues. On leur explique que quand c'est le duo AX, ils doivent appuyer à droite, donc bien retenir les AX, et que dans toutes les autres combinaisons, ils ne se posent pas de questions, ils appuient à gauche. Et puis, quand ils s'entraînent, toujours un entraînement pour vérifier la compréhension, ils se rendent compte très vite, si tout va bien, que 70% des essais, c'est des essais AX. Donc, ils appuient beaucoup plus fréquemment à droite et beaucoup moins à gauche. Et cette modulation de la fréquence des essais permet finalement en fait, d'avoir ce qu'on appelle une anticipation. Dès que vous voyez un A, vous anticipez le fait qu'un X va apparaître, puisque c'est ce qui va se passer dans la plupart des cas. Et donc, vous vous adaptez au niveau cognitif. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir en EEG. Et donc là, ils ont tous vu un indice A. On va regarder comment ils se comportent quand il y a un indice cible qui est soit un X, soit un Y. Donc soit c'est les essais AX les plus fréquents qui seront en bleu, soit c'est les essais AY beaucoup moins fréquents.
Et dans les sujets contrôle, là, vous voyez dans la partie orange, ils ont une amplitude du onde cérébrale qui est donc beaucoup plus ample, beaucoup plus négative pour les essais à Y en orange que pour les essais à X en bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'ils sont étonnés quand un essai à Y, ils se préparaient en fait à avoir plutôt un X, et donc ça déclenche un conflit cognitif qu'il va falloir résoudre. Ne pas appuyer sur ce qu'ils pensaient devoir appuyer. On a exactement le même pattern, le même profil dans l'apathie émotionnelle, le même pattern, le même profil dans l'apathie d'initiation. Par contre, on n'a pas du tout le même profil. Statistiquement, en fait, on se rend compte qu'au niveau cérébral, les sujets jeunes avec simplement une apathie exécutive ne traitent pas, en fait, en tout cas traitent de la même façon qu'au niveau cérébral les essais à X, les essais à Y. Dit autrement, ça veut dire qu'ils n'anticipent pas en prenant en compte ce qui se passe dans l'environnement pour agir, ils sont toujours en réaction, jamais dans l'anticipation. On appelle en fait en neurosciences un trouble du contrôle proactif. Donc, une altération aussi spécifique pour l'apathie exécutive. Je ne présenterai pas pour ne pas vous submerger, mais on a la même chose au niveau de la prise de décision pour l'autre forme d'apathie. Et donc, si on essaye un petit peu de faire un récap, en fait, on voit que l'apathie, cette réduction des comportements volontaires, c'est assez fréquent chez les jeunes et en plus, c'est stable. Ça pourrait être une sorte de trait de personnalité, en tout cas quelque chose qui dure dans le temps. Ce n'est pas simplement réactionnel en fonction d'événements dans leur vie quotidienne. Pareil, ce n'est pas de la flemme. Attention à cette surinterprétation qui fait aussi que les gens n'osent pas forcément s'en plaindre. Et puis aussi la difficulté, j'entends pour l'entourage, d'avoir quelqu'un qui ne fait pas, c'est assez difficile, parce qu'en plus, vous surchargez. Mais pour autant, on n'est pas sur quelque chose de volontaire de la part de la personne. Au contraire, on a du coup, à minima, 3 formes d'apathie qui sont sous-tendues par des mécanismes différents au niveau de la motivation, au niveau émotionnel et au niveau cognitif. Ce qui est aussi joli, donc on a vu, c'est que ces différentes formes d'apathie sont des prédicteurs de trajectoires psychiatriques qui sont différentes. Donc là, on aurait un marqueur qui est simple à mettre en place et qui, pour une fois, dissocie différentes trajectoires à l'adolescence, avec donc des facteurs précoces et différenciés des vulnérabilités. Et la question maintenant, c'est, en tout cas, que j'aimerais aller encore explorer, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant essayer d'aller cibler ces différents mécanismes pour améliorer au niveau thérapeutique, puisque l'apathie aujourd'hui, quelle que soit la pathologie, n'est pas soignable, en tout cas, on ne sait pas la traiter correctement, et d'autant plus, comme on a vu chez les jeunes, il y a quand même beaucoup à faire, avec, on espère, des améliorations importantes. Et donc, au niveau thérapeutique, qu'est-ce qu'on va faire là, très prochainement, idéalement, on va commencer une étude, effectivement, donc là, plutôt avec des patients pour commencer, en allant en fait cibler des mécanismes qu'on a montrés donc, chez les jeunes, mais aussi, parce que je ne vais pas tout vous montrer, mais on a obtenu les mêmes mécanismes chez les patients souffrant de schizophrénie et les patients dépressifs, et donc d'aller en fait cibler ces mécanismes avec des thérapies, donc des psychothérapies, pour voir si en ciblant spécifiquement un mécanisme, on permet effectivement dans ce cas-là d'améliorer l'apathie. Et puis, au niveau pharmacologique, l'idée c'est notamment parfois la psychothérapie ne suffit pas, notamment chez les patients où il y a déjà une apathie très résistante depuis très longtemps. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aller proposer de nouvelles pistes pharmacologiques et pour ça d'aller étudier en fait s'il n'y a pas des neurotransmetteurs spécifiques à chaque forme d'apathie. Et c'est tout pour moi. J'espère que je ne vous ai pas rendu apathique en parlant trop. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie, bien sûr, je remercie aussi tous mes partenaires. Pour cette intervention. On peut passer maintenant aux sessions de questions. Si vous en avez, vous pouvez lever la main. Merci. Il y a ta présentation. J'ai une question sur ta slide de toute fin. Est-ce que le fait de choisir le DCC comme thérapie a été réfléchi voilà. Et pourquoi cette thérapie-là Alors, c'est vrai que c'est pour simplifier, honnêtement, la DIA, ce ne sera pas que des psychothérapies. Enfin, c'est psychothérapie au sens large, par exemple, pour l'apathie exécutive, c'est quand même proche de la remédiation cognitive. L'idée, c'est vraiment en fait, d'avoir aussi un intérêt pour essayer de les généraliser dans la vie quotidienne, donc pas la remédiation cognitive au sens de simplement faire des tâches de proactif pour essayer sur cet exercice, par exemple là, de dire par voir le A à l'avance, d'avoir des choses qui se mettent en vie quotidienne. Donc oui, l'idée, c'est de faire des programmes de psychothérapie
assez large, mais qui cible le mécanisme vraiment de chaque sous-forme. On a des choses très précises au niveau mécanisme, mais avec une généralisation donc adaptée à la vie quotidienne. Donc la psychothérapie qui prend un peu de tout, mais pour le simplifier. En fait, l'idée, c'est vraiment pas de créer de nouvelles choses. Pareil, hein, d'ailleurs, avec les neurotransmetteurs, ce ne sera pas forcément créer une nouvelle molécule pharmacologique, mais finalement, avec tout ce qu'on a aujourd'hui en panel, que ce soit en psychothérapie ou en pharmaco, en fait, d'aller trouver le bon traitement pour chaque patient en fonction de son profil, en fonction de ses alterations. Bonjour. J'étais curieux de savoir les études menées concernant les traitements de stimulants, donc notamment pour les TDAH, et en lien avec cette apathie, donc, que ce soit émotionnelle ou exécutive. Alors, il y a une étude en fait, qui a été faite, qui est complètement passée, on a parlé dans la littérature des l'époque, c'est sorti en 2008. Après, il y a eu un vide, ça a été répliqué une autre fois en 2017, et pareil, ça n'a pas fait de vague. Et pourtant, c'était intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit que l'apathie n'est pas soignable, c'est parce que quand on fait des études, en fait, en prenant justement tous les phénotypes en même temps, effectivement, il y a une trop grande hétérogénéité, donc on n'arrive pas à un résultat significatif. Dans cette étude-là, ils avaient du coup après retrié en gros les patients en fonction de leur altération et on se rendait compte, par exemple, pour les psychostimulants, ça marche très bien pour l'apathie exécutive, pas du tout pour l'apathie émotionnelle et un peu pour l'apathie d'initiation. Donc ça confirme aussi cette idée qu'il va falloir vraiment spécifier pour des traitements. Ce n'est pas forcément de créer justement de nouvelles choses. Là, par exemple, les psychostimulants, on ne peut pas les prescrire à tout le monde, mais en fonction de leurs attentes. Par rapport au graphique, le graphique biologique sur l'émotion émotionnelle, on dirait que dans le cas des jeunes avec une apathie exécutive, ils répondent beaucoup mieux à l'émotion que le bon contrôle et que les autres, en opposition. Alors c'est vrai, en fait, statistiquement, alors on y a une tendance, on est très très proche du significatif. La question c'était un peu de se demander pourquoi ils étaient surréactifs. Et en fait, donc là je vous présente à chaque fois un résultat encore simplifié. En fait, ils sont surtout surréactifs dès qu'ils voient un feedback négatif, plus encore là quand il y a la perte, mais même de base surtout de feedback négatif, même quand il n'y a pas d'argent ou perte d'argent en jeu, ils sont en au niveau émotionnel, ça surréagit en posant à une amplitude plus importante. Question pourquoi? Donc en prenant en compte toutes les tâches qu'on a, en fait, on se rend compte que c'est effectivement corrélé avec ce côté un peu réactif. Non, ils n'ont pas fait sur limite. Alors, je ne dis pas qu'ils ne prennent pas, parce que c'est quand même modulé par l'émotionnel, mais c'est vrai que c'est de surréagir toujours à ce qui se passe en réaction et pas avec ce côté anticipation, fait effectivement que quand il y a du rouge, c'est un peu une sorte de signal d'alarme et non pas les autres formes d'apathie. Et par rapport aux trois groupes, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont dans plusieurs de ces groupes ou c'est vraiment uniquement une seule forme d'apathie? C'est ça, donc c'est aussi la question. Donc en fait, dans les études que j'ai comme ça, en tout cas sur une première étude comme ça, l'idée n'était surtout de ne pas avoir des sujets un peu mixtes, donc, surtout donc pas d'autres troubles psychopathologiques, mais aussi vraiment une forme isolée, pure, pour que cette forme-là. 30% des gens ont effectivement, même chez les jeunes, d'autres ont des formes cumulées, mais là, pas dans cette étude-là, puisque sinon on n'arrive pas à savoir dans cette étude. Et du coup, vous savez s'il y a des comparaisons, les différences. Par exemple, est-ce que le fait d'avoir une apathie exécutive et émotionnelle en même temps, ça produit quelque chose de nouveau que juste avoir l'une et l'autre? Chez les jeunes, je ne peux pas répondre pour l'instant. Chez les personnes souffrant d'une pathologie psychiatrique, pour l'année prochaine, je ne peux pas répondre. J'ai la table, mais c'est pas encore fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que le contexte environnemental a beaucoup d'effets sur l'apathie? Alors, en tout cas, par exemple, le Covid, avec quand même cette diminution au niveau de l'environnement pour tout le monde, le fait d'avoir été enfermé, confiné, je sais exactement, à jouer. Et là, pour le coup, par exemple, chez les jeunes, en tout cas, ça n'a pas augmenté ou modulé l'apathie, ils sont restés stables. Donc, en tout cas, s'il y a un impact de l'environnement, il est moindre que les facteurs
dire qu'effectivement, l'environnement ne joue pas, bien sûr. D'ailleurs, dans la définition même de l'apathie aujourd'hui, donc réduction des comportements volontaires en l'absence de causes médicales, comme je disais, comme la jambe cassée, mais aussi en l'absence effectivement d'un environnement, par exemple, à cause. Donc, on sait que ça peut jouer. Du coup, j'ai une question un peu, pas philosophique, mais en lien avec la société. Est-ce qu'il y a des études qui montrent à peu près si les nouvelles générations de jeunes sont plus apathiques que des jeunes d'avant? Non, ça, je n'aurais pas. Non, non, c'est pas. Il n'y a pas. Après, est-ce que potentiellement, la seule chose qu'on pourrait, non, avec une très hypothèse, parce que justement, on n'a pas d'études claires sur le sujet, mais par exemple, on rend compte que la surstimulation, notamment par exemple au niveau numérique, du coup, dans toutes les générations, mais qui font les jeunes depuis toujours, peut accentuer l'apathie. Une surstimulation comme ça fatigue. La question qu'on va du coup aller le retester avec ce côté par sous-forme, notamment par exemple au niveau exécutif, sachant que là, pour le coup, c'est montré aussi que cette surstimulation entraîne des impacts au niveau exécutif, donc potentiellement, ça pourrait, on peut imaginer, plus d'apathie exécutive qu'avant. Déjà, merci pour la conférence. Je ne sais pas si c'est une question un peu bête, mais vers les premières diapos, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant une baisse énorme entre les participants. Il y avait 2000 et quelques, et ensuite il y avait 400. Alors, c'est pas bête. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué pour aller vite. C'est ce que je vous disais d'ailleurs dans mon cours, hein, sur le côté longitudinal. Hein. On sait que plus on attend pour les recontacter, plus les personnes ne reviennent pas ou ne répondent pas. Entre ceux qui ne peuvent plus, ceux qui ont changé de mail, ceux qui ont changé de pays, qui ne peuvent plus. Donc effectivement, on a à chaque fois une diminution drastique dès qu'on sait qu'on a fait longitudinal de partir d'un très gros échantillon pour arriver à quelque chose de statistiquement encore analysable à la fin. Sinon, on évite Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça a l'air d'être bon. Mais en tout cas, merci encore pour votre intervention et merci à vous aussi pour votre